Bon, vous savez, je pense que j'aime un peu l'histoire. Si on regarde un petit peu en arrière de moi, c'est pas vraiment un secret. Mais ce que j'aime tout particulièrement avec l'histoire, c'est qu'on peut parler de tout. On peut parler de médecine, de cuisine, de musique et même d'instruments de musique. Oui, d'instruments de musique. Parce que vous le savez peut-être pas, mais une autre de mes passions, c'est la musique. J'ai plusieurs instruments, j'ai des guitares, j'ai une harmonica, j'ai même une vielle à roue. Vous répondez pas? Non. Quand je comprends pas, je réponds pas. Oui, une vielle à roue. Tu sais pas c'est quoi une vielle à roue, hein? Ben attends un peu, je te montre ça dans 30 secondes. Hop! Et voilà. Une vielle à roue, ça ressemble à ça ici. C'est pas pire, hein? Ça, c'est la mienne que j'ai commandée il y a quelques temps. L'histoire de la vielle à roue est un peu particulière étant donné que l'instrument est si ancien et a tant changé qu'on a un peu perdu sa trace. Allez, aujourd'hui à l'émission, on se concentre sur l'histoire de la vielle à roue et on essaie de comprendre son évolution. L'histoire de la vielle à roue, quoique singulière, est très intéressante pour peu qu'on décide de s'y pencher. Même si on a un peu perdu ses traces au cours des différentes époques, on suppose que l'instrument a vu jour aux alentours du 11e siècle. Mais serait-il possible que l'instrument soit plus ancien que ça? Essayons d'y voir un peu plus clair. Sébastien Leclerc, considéré comme le graveur le plus extraordinaire de l'époque de Louis XIV, décide entre 1704 et 1706 de produire une gravure qui remettra au fils du roi Soleil, Louis de France. Cette œuvre, qui est l'entrée d'Alexandre dans Babylone, illustre alors l'entrée du jeune conquérant dans la ville de Babylone, accompagné de gens qui festoient. Mais ce qui attire davantage l'attention, c'est ce petit personnage. Ce musicien jouant vraisemblablement de la vielle à roue. Intéressant, non? Dans son œuvre, Maxime Préau, archiviste paléographe, décrit avec finesse les musiciens qui accompagnent Alexandre à son entrée dans Babylone, et je cite: « Au milieu de tous, et pourrait-on dire au centre du premier plan de l'image, dans l'axe de la ziggoura babylienne qui domine la cité, une sorte d'aïr barbu joue d'une vielle à roue, dont il manipule la manivelle de la main gauche et le clavier de la droite, ce qui pourrait signifier qu'il est gaucher, ou que Sébastien Leclerc a négligé de l'inverser pour la gravure. » Cependant, est-il vraiment possible qu'en 323 avant notre ère, la technologie ait permis la confection d'un instrument aussi sophistiqué? La question se pose. D'ailleurs, l'historienne de l'art et musicologue française Florence Guétraud remet en doute les affirmations qui ont été posées par Leclerc. Puisqu'il semble difficile de pouvoir mettre en lumière l'existence de la vielle à roue dès l'Antiquité, nous allons donc laisser tomber cette option. Nous allons donc avancer jusqu'au 10e siècle, là où, par un besoin d'avoir un son continu lors des prestations ecclésiastiques, naît alors l'organistrum. Celle-ci nécessite 2 personnes afin d'être jouée. On retrouve un musicien à la manivelle qui l'utilise afin de faire tourner nos roues, un archet circulaire. De l'autre extrémité, un autre musicien actionne des touches afin de faire évoluer la mélodie. Le résultat est magnifique, mais il y a un léger problème. C'est vachement encombrant comme instrument et il est impératif de jouer assis. C'est donc près de 100 ans plus tard, après la naissance de l'organistrum, que naîtra à son tour la version portative, la vielle à roue. Les principales régions qui ont vu naître et qui ont également connu l'expansion de la vielle à roue sont également européennes pour ne pas dire françaises. Cependant, on en retrouve également en Espagne et même jusqu'à dans les régions du Nord. L'instrument qui était alors réservé à l'église se promène alors de main et passe alors des ménestrels jusqu'aux musiciens de cour entre le 15e et le 17e siècle. Cependant, c'est au cours du 16e siècle que la vielle à roue se voit être majoritairement abandonnée et laissée aux mains des mendiants. Les iconographies du 16e jusqu'au 18e siècle nous permettent alors de comprendre un peu mieux le déplacement social que vit l'instrument. En effet, elle devient alors à ce moment un symbole de misère et de vagabondage. Malgré la position précaire dans laquelle l'instrument se trouve, elle suscite néanmoins l'intérêt de l'aristocratie française, et elle parcourt alors plusieurs cours jusqu'à trouver celle de Versailles. Avec le renouveau de cette popularité, une production en masse est alors entreprise. Avec les innovations en matière de lutherie, la vielle bénéficie d'une conception plus pointue et esthétique. Mais il n'y a pas que l'instrument qui se retrouve à être vêtu d'un manteau de velours, mais le répertoire musical également.
Plusieurs grands noms tels que Vivaldi, Couperin ou encore Mozart composent alors pour la vielle à roue. Malgré ce nouvel engouement, elle trouvera très peu d'amateurs auprès de l'aristocratie, car il ne faut pas oublier que sa réputation passée entache encore l'esprit commun. Si bien qu'en 1737, un abbé fera une description très négative de la vielle à roue. Ce n'est point le goût, encore moins la raison, mais la mode qui a rattaché ces instruments à la main des aveugles et des pastres à qui nos ancêtres les avaient relégués. Il faut même devenir pantomime pour leur attirer quelques succès. Et sans les grimaces de ceux qui en jouent, ils ne seraient pas supportables aux oreilles musiciennes après qu'on les ait écoutés pendant plus d'un quart d'heure. Dès le milieu et ce jusqu'à la fin du 18e siècle, la flamme pour la vielle à roue et sa musicalité s'éteindra peu à peu, si bien que la plupart des vielles sera alors vendue à la petite bourgeoisie qui, pour sa part, décidera de s'en débarrasser elle aussi. Après les événements de la Révolution française, les quelques vielleux restants sont alors forcés de se regrouper pour jouer dans les rues. Aujourd'hui, la fabrication de la vielle à roue semble connaître un nouvel essor. Avec les méthodes de fabrication modernes et les nouvelles technologies, de nouveaux modèles de ces instruments ont su conquérir le cœur des musiciens curieux. Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux l'histoire de la vielle à roue, il est maintenant temps de voir comment ça marche, et je vais vous le montrer en images. Bon, voici une vielle à roue. Tout d'abord, nous avons la manivelle à l'extrémité gauche de l'instrument. Avec un mouvement de rotation, celle-ci actionne la roue sur laquelle reposent toutes les cordes. Au centre de l'instrument, on y retrouve le clavier, là où le musicien peut jouer des mélodies. Dans ce clavier, il y a au moins 2 cordes, parfois 3. Ce sont les chanterelles. Sur la partie haute de l'instrument, on y retrouve la mouche ainsi que la trompette. À l'aide d'une technique de coup de poignet, celle-ci crée un bourdonnement servant à créer un rythme de percussion. Finalement, dans la partie inférieure, on y retrouve là aussi des cordes. Plus épaisses, elles sont appelées les drones. Elles ne sont jamais jouées à proprement parler car elles servent uniquement à créer un son continu tout au long de la prestation. Avec ce qu'on a vu, on peut donc comprendre pourquoi la vielle à roue est un instrument soliste, car tout d'abord, elle fait des basses, elle fait également des mélodies, et en plus, elle fait des percussions. Au Québec et en Amérique du Nord en général, la vielle se retrouve à être une denrée rare. Il est possible de croire que lors de l'arrivée des premiers Européens, quelques-uns de ces instruments ont suivi le pas, mais sans plus. Heureusement, au 21e siècle, il est possible d'entendre des groupes de musique traditionnelle, notamment au Québec, et je pense alors au groupe Le Vent du Nord, qui inclut la vielle à roue dans leur musique. Il existe également plusieurs luthiers qui en fabriquent, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis. C'est maintenant la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié celui-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker au maximum, activer la petite cloche de notification juste en dessous et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!